Après avoir abordé les évolutions probables des organisations d'ici 2030, puis les 7 principes d'une entreprise libérée, nous allons nous attacher dans ce troisième et dernier volet à repérer en quoi les dynamiques inclusives vont être source de modification des organisations, et notamment des organisations du secteur médico-social. Donc pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur un certain nombre d'auteurs, Yann Lebossé de l'Université Laval de Québec, André Chauvet, récemment consultant en organisation, Nicolas Masson du Centre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ou Charles Gardou, anthropologue extrêmement connu dans notre secteur, puisqu'il a énormément travaillé sur les notions de société inclusive. Alors, pourquoi traiter ce sujet? Eh bien, parce que nous sommes en plein changement de paradigme, après plusieurs décennies de politique intégrative des personnes handicapées, c'est-à-dire définition, repérage, construction d'espaces, de locaux, d'établissements permettant l'intégration des personnes sur la base d'une vie en société, mais dans des espaces adaptés et protégés. Nous devons passer dans une logique inclusive dans laquelle ces mêmes personnes vont exercer leurs droits au sein d'une société sans éléments en zone adaptée ou surprotégée. Or, cette transition va prendre du temps, elle est parfois douloureuse parce que chacun a des réflexes, des formations et ou évolue dans des organisations qui ont été construites ou sont de nature intégrative. Et qu'on ne change pas des réflexes, des identités professionnelles ou des organisations par un simple coup de baguette magique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société inclusive? Et là, Charles Gardou essaye de nous éclairer. C'est une société qui va mettre à l'intérieur de ses frontières, de ses valeurs et de ses normes, tous ceux qui en font partie de droit. Dans une société inclusive, chacun a sa place, y compris les personnes handicapées. Ce qui veut dire que il y a un certain nombre de principes, c'est que dans une société inclusive, chacun va pouvoir valoriser ses ressources, ses capacités, d'intensité et d'expression variables au sein de la communauté. Et que cette communauté va reconnaître les désirs des personnes différentes au même titre que les personnes dites valides. Le sentiment d'exister ne consiste pas seulement à combler les besoins de bien-être organique ou ceux nés de la vie en société. Il faut aussi combler et reconnaître les désirs propres de la personne, y compris des personnes handicapées. Alors de ce projet de société, de cette finalité, il y a lieu de réfléchir au processus, car se centrer sur une finalité de personnes handicapées incluses en société, on prendrait le risque de réserver l'inclusion à une minorité d'entre elles qui auraient des compétences suffisantes pour pouvoir être intégrées, au détriment d'autres personnes trop éloignées d'une inclusion et qui se retrouveraient regroupées dans des ghettos pour personnes trop handicapées. Mais c'est aussi le risque de créer du rejet ou de l'angoisse par précipitation, parce que la société, même si elle évolue positivement face au handicap, reste parfois, pour ne pas dire souvent, un peu inquiète quant à cette volonté ou cette dynamique inclusive. Les notions d'accompagnement ou de dynamique inclusive paraissent plus propices au changement qu'une approche purement finale d'une inclusion complète au sein de la société.
Alors si nous voulons, ou si vous voulez développer ces logiques inclusives, sachant que vous n'aurez probablement pas le choix, puisque ça fait partie des politiques publiques désormais, sur des logiques européennes et onusiennes, donc elles s'imposent à l'ensemble des pays, il y a lieu de s'attacher à développer des accompagnements et des dynamiques inclusives, quel que soit le lieu de vie ou le lieu d'exercice de la personne handicapée. Et pour cela, Yann Le Bossé, dont je vous ai mis 1 à 2 vidéos sur le site, vous pouvez en trouver de nombreuses sur Internet ou sur YouTube. Yann Le Bossé nous éclaire sur cette question de triptyque inclusif. Mettre en place une dynamique inclusive, c'est d'abord s'attacher à valoriser les compétences avant de combler les manques de la personne. Et là, c'est déjà une approche qui constitue un changement pour les professionnels qui sont, depuis des décennies, plutôt formés à évaluer les besoins sur la base de grilles qui permettent de repérer les manques, plutôt que de valoriser les compétences. Deuxième trépied, s'appuyer sur les désirs de la personne. Alors ces désirs, je vous l'accorde, sont pas toujours faciles à repérer, ne serait-ce que parce que toutes les personnes ne peuvent pas s'exprimer verbalement, ou ont parfois des troubles associés qui empêchent l'expression de ces désirs. Mais le deuxième trépied, c'est quand même d'essayer de repérer ces désirs et de co-construire le projet personnel de la personne handicapée en vue de s'appuyer sur le troisième trépied qui est de réduire le poids des murs, des structures et le poids des professionnels, c'est-à-dire accompagner les professionnels à lâcher prise et à désinstitutionnaliser. Voilà sur quoi s'appuie une dynamique inclusive selon Yann Le Bossé. Alors là encore, c'est extrêmement facile à mettre en diapositive, à réaliser au quotidien sur le terrain. C'est un autre enjeu, c'est une autre musique. Alors là encore, Yann Le Bossé et André Chauvet sont des sources peut-être d'inspiration ou de soutien dans l'évolution des pratiques professionnelles, avec la notion de désinstitutionnalisation par une approche du lâcher-prise. Et ce lâcher-prise peut se manifester déjà par le fait d'accepter l'idée qu'un projet individualisé soit co-construit entre les professionnels et la personne handicapée, désolé pour le S manquant, mais aussi avec la famille ou l'entourage de ces personnes. Et non plus associer, comme c'est souvent le cas, les familles à la signature finale du PPA une fois qu'il a été construit depuis parfois de nombreuses semaines. Sur un principe inclusif qui est que à l'expertise professionnelle des éducateurs, des infirmiers, des accompagnants, peut s'adjoindre une expertise expérientielle, soit de la personne handicapée, soit de l'entourage, qui apprend et qui vit avec cette personne et a elle-même une approche de ce qu'elle pourrait développer comme compétence ou ce qu'elle a parfois comme compétence que les professionnels ignorent. Alors cette approche inclusive est une approche dynamique au sens où elle est en mouvement perpétuel entre la personne handicapée, les professionnels et l'entourage. Quelques éléments clés également en matière de dynamique inclusive, c'est une approche par la subsidiarité. Une approche par la co-construction des parcours, et une approche par une posture bienveillante. Ces points clés sont essentiels pour développer et faire muter les organisations et les pratiques professionnelles. Elles génèrent bien souvent un besoin de formation, de réflexion ou de formation-action dans ce domaine. Alors évidemment, ces changements de pratique et de posture
ont un impact sur les organisations. Ça implique de quitter une posture de sachant dominant de la part des professionnels, de s'ouvrir à la reconnaissance de l'expérience de la personne et de son entourage, la fameuse expertise expérientielle, ce qui ne va pas de soi pour l'ensemble des professions ou des professionnels, de développer des logiques de réseau avec de nombreux partenaires autour du projet de la personne, notamment dans les associations qui pratiquent l'accompagnement pratiquement de la naissance au décès, entre les pôles enfance, petite enfance, adolescence, travail, hébergement, puis hébergement de personnes handicapées vieillissantes, voire EHPAD. Ces associations qui ont pris pour habitude de tout faire elles-mêmes doivent s'ouvrir à des logiques de réseau avec de nombreux partenaires et apprendre à coordonner et partager les expertises. Mais c'est aussi de permettre aux professionnels au sein de ces organisations d'accompagner les projets individualisés en souplesse, ça veut dire désinstitutionnaliser, et bien souvent cette désinstitutionnalisation va à l'encontre des logiques normatives, des logiques de bonne pratique, ou des logiques qualité qui sont plutôt proches du lean management, voire parfois du taylorisme. Et enfin, d'accepter la prise de risque et clarifier les responsabilités, puisque développer des projets inclusifs, ça veut dire sortir des logiques intégratives, adaptatives, sécurisées, donc apprendre à identifier le risque et le partager, le nommer, le partager, toujours en triptyque professionnel, personnes handicapées et entourage. Alors, quel va être l'impact sur votre organisation ? En a-t-il déjà un ? Qu'en pensez-vous ? Je vous propose de répondre au questionnaire sur la dernière partie du travail que vous allez avoir à réaliser après ces visionnages, concernant la réponse au questionnaire et au travail de comparaison entre des logiques inclusives et l'entreprise libérée. Voilà, je vous retrouve dans la dernière capsule. Bonne réflexion.